C'est lancé. Excellent, merci. Donc, bienvenue à ce webinaire intitulé Se préparer à déposer sa candidature au DOAJ. Il s'agit du premier d'une série de webinaires organisés par le pôle bibliothèque du réseau CIRC. L'objectif du webinaire d'aujourd'hui, c'est de vous présenter le DOAJ, mais aussi de vous présenter l'accompagnement que les bibliothèques et érudits offriront aux équipes des revues pour pouvoir se conformer aux critères du DOAJ. Je me présente, je m'appelle Mathieu Pigeon, je suis membre du pôle bibliothèque et bibliothécaire à l'Université de Montréal où je suis responsable des dossiers du libre accès et du soutien aux revues savantes. Si je donne ce webinaire aujourd'hui, c'est parce qu'avant d'être aux bibliothèques, j'étais employé chez Érudit où j'ai piloté en compagnie de ma collègue Marie-Ève, que je vais laisser se présenter, je vais laisser le temps de se présenter dans quelques instants. Avec Marie-Ève, j'avais piloté le service d'accompagnement au DOAJ. Marie-Ève, je te passe la parole. Bonjour tout le monde. Marie-Ève Dugas, directrice des services de publication numérique chez Érudit. Effectivement, à mon arrivée chez Érudit, il y a 2 ans et demi, j'ai travaillé avec Mathieu, notamment sur le service d'accompagnement, notre partenariat qu'on a au DOAJ et qui se continue toujours. Et dans ma vie personnelle, je suis aussi bénévole pour le DOAJ, pour l'évaluation des revues. Évidemment, je n'évaluerai aucune revue de chez vous, de chez Érudit, pour mon travail de bénévolat au DOAJ, mais pour des questions de conflit d'intérêt très claires. Mais évidemment, ça éclaire ce que je fais comme bénévole. Mon travail de bénévole éclaire forcément mon travail chez Érudit et l'accompagnement qu'on peut donner au DOAJ. Je te repasse la parole, Mathieu. Merci beaucoup. Je vous présente le plan de la rencontre, donc qui est divisé en 6 segments. La première partie, ce sera une introduction où on vous présentera le DOAJ. Ensuite, on passera aux critères du DOAJ en général. Ensuite, nous irons voir les dates importantes en lien avec les concours du FRQ et du CRSH. Ensuite, on vous présentera l'accompagnement que nous vous proposons, les bibliothèques et érudits. Finalement, il y aura une courte période de discussion à la fin de la rencontre qui se terminera à 14 heures. J'apporte 2 précisions. Premièrement, par rapport aux critères, on ne rentrera pas dans les détails sur les critères ni sur les façons de s'y conformer. Il y aura amplement le temps d'en parler par après, là, dans les rencontres qui suivront. Également, si vous avez des questions, je vous invite à soit les écrire dans les commentaires ou clavardage, oui, ou de les garder pour la période de discussion. Donc, allons-y. D'abord, sur le DOAJ, comme vous le savez, le DOAJ, c'est une exigence des 2 organismes subventionnaires canadiens pour les revues. D'abord, au niveau du FRQ, c'est l'exigence 4.2 qui demande l'indexation de la revue à la fin du concours, à la fin de la période de subvention, pardon, pour le 31 mars 2029. Et ce qui vous est demandé, c'est à la fois de satisfaire aux critères et d'avoir au moins déposé votre candidature. Donc, pas besoin d'y être pour la date limite, mais au moins d'être conforme. Au niveau du CRSH, le concours d'aide aux revues savantes qui s'est terminé en septembre dernier, il vous demande d'être dans le DOAJ ou de remplir les critères permettant d'y figurer pour 2028. Donc, on va revenir un peu plus loin dans la présentation sur les dates. Le DOAJ, c'est un acteur majeur du libre accès. C'est un organisme à but non lucratif dont le siège social est au Danemark. Ils emploient une petite équipe d'employés et surtout beaucoup de bénévoles de partout dans le monde, comme Marie-Ève. Les bénévoles, ce sont des évaluateurs, donc ce sont eux qui évaluent les candidatures des revues. C'est vraiment un acteur important du mouvement du libre accès depuis ses débuts en 2003. Le DOAJ a participé activement à la mise en place de normes pour les revues en matière de libre accès et c'est pour ces raisons que des organismes subventionnaires comme le FRQ, le CRSH et d'autres se réfèrent justement au DOAJ dans leurs propres critères. Je vais maintenant lire la mission du libre accès.
La mission, c'est d'accroître la visibilité, l'accessibilité, la réputation, l'utilisation et l'impact des revues savantes de qualité évaluées par les pairs et en libre accès de partout dans le monde, indépendamment de la discipline, de la géographie ou de la langue. Il y a donc une réelle volonté de mettre de l'avant la science multilingue dans des langues autres que l'anglais. Comment est-ce qu'ils s'y prennent? C'est en évaluant la qualité des pratiques éditoriales des revues et non pas le contenu des articles. Prochaine diapositive. Le DOAJ, c'est un répertoire de revues ainsi qu'une base de données. Le DOAJ, c'est le plus grand répertoire mondial de revues en libre accès, comme on peut le voir dans le graphique qui avait été fait par DOAJ en 2023, où il se comparait avec d'autres répertoires comme Scopus et Web of Science, donc des répertoires assez connus. DOAJ avait en 2023 un peu plus de 17 000 revues en libre accès dans son répertoire. À titre de comparaison, c'était presque 10 000 pour Scopus et un peu plus de 7 500 dans Web of Science. Ces autres répertoires, c'est des très bons répertoires, mais ils ne répertorient pas seulement des revues en libre accès, contrairement au DOAJ. Et donc, leurs critères ne portent pas seulement sur le libre accès, encore une fois, contrairement au DOAJ. Et on peut le voir, certaines revues sont répertoriées dans plus d'un répertoire. C'est tout à fait possible. Et même, ça pourrait être recommandé. Pardon. Donc, le DOAJ est un répertoire de revues en libre accès. Donc, une revue, pour figurer dans le DOAJ, doit soumettre sa candidature. Une fois qu'elle est acceptée, elle va avoir une fiche descriptive. Et puis, sur cette fiche-là, on va retrouver des informations sur les pratiques éditoriales des revues. Donc, ces informations-là vont être fournies par les revues lors de la soumission de la candidature. C'est également une base de données. Quand vous êtes dans le DOAJ, il est possible pour vous de transmettre les métadonnées des articles au DOAJ. C'est ce qui est en fait très intéressant et avantageux pour les revues. Donc, le DOAJ est lui-même un moteur de recherche pour trouver à la fois des revues en libre accès, mais aussi des articles. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est très bien intégré dans d'autres outils de découverte comme Google Scholar et les outils de découverte des bibliothèques. Donc, et c'est même très bien indexé. Et donc, les revues, les gens qui cherchent des articles, par exemple, dans les outils de découverte des bibliothèques, vont pouvoir découvrir vos articles via comme l'abonnement à DOAJ. Je vous présente rapidement une capture d'écran de la page d'accueil du site si vous n'y êtes jamais allé. Je trouvais ça intéressant, juste pour revenir un peu sur les statistiques qui sont présentées au bas de la capture d'écran. On voit que le DOAJ, on y retrouve des revues qui proviennent de plus de 140 pays et dans 89 langues. Donc, c'est vraiment axé sur la science multilingue et non pas juste sur les pays anglo-saxons et la science en anglais. Et on voit, la capture d'écran elle a été prise il y a quelques semaines. Donc, en 2025, il y a un peu plus de 22 000 revues dans le DOAJ. Donc, il y a quand même un rythme assez soutenu d'inclusion. Ah, je te passe la parole, Marie-Ève. Oui, alors, être conforme aux exigences du FRQ et du CRSH, là, c'est vraiment pas le seul avantage pour une revue d'être dans le DOAJ. Puis on croit que c'est très important que vous compreniez les autres avantages pour votre revue d'être incluse dans le DOAJ parce que on pense que ça peut jouer sur la motivation, votre motivation à faire les efforts nécessaires pour vous y retrouver, pour être inclus. Aussi, ça permet de comprendre un peu mieux pourquoi les organismes subventionnaires ont ajouté ces exigences-là dans leur programme. Donc, d'abord et avant tout, Mathieu l'a bien présenté, le DOAJ, c'est un répertoire de référence d'envergure mondiale dans le domaine. Mais DOAJ, là, on le sait, ce n'est pas le seul répertoire de revues. Il y en a d'autres très prestigieux et tout. Par contre, le DOAJ, c'est le plus gros répertoire mondial qui est entièrement consacré aux revues en libre accès, puis de loin. Là. Vous avez vu les chiffres tout à l'heure, 20 quelques mille revues.
Grâce à cette portée-là que le DOAJ a et aussi à ses critères, ben, il est devenu la référence mondiale pour les revues de qualité en libre accès. Donc, c'est pour ça essentiellement que les organismes subventionnaires l'exigent. Ça permet d'inscrire la revue dans cette mouvance-là de libre accès, d'apporter une espèce de saut de qualité, si on veut. Euh, mais il n'y a pas que les organismes subventionnaires qui s'intéressent ou qui accordent de l'importance à une inclusion en DOAJ. Des fois, il y a des organisations, des établissements d'enseignement, des groupes de recherche, ben, des instituts de recherche, disons, qui font l'évaluation des chercheurs et chercheuses. Vous le savez, là, une évaluation annuelle qui est basée sur un paquet de critères et notamment le nombre de publications qui a été fait dans une année, par exemple, l'évaluation pour 2025. Et parfois, il y a certains établissements qui ne considèrent des publications pour l'évaluation de la personne, le chercheur ou chercheuse, que si ça a été fait dans des revues avec un facteur d'impact, par exemple, ou si elles sont dans des listes telles précises, des listes qui ont déjà prédéterminées, ils disent, ben, si tu as publié ailleurs que ça, on n'en tient pas compte. Mais il y a aussi des organisations qui disent, ben, si tu as publié en libre accès, pour que ton article compte dans ton évaluation, il faut que ça soit dans une revue qui a été au DOAJ. Donc, ça devient un critère intéressant pour les auteurs qui vont magasiner la revue dans laquelle ils vont soumettre un article et donc que la revue soit au DOAJ, ben, c'est un plus assurément s'ils veulent s'assurer que leur production scientifique soit toute reconnue quand vient le moment de l'évaluation. Ensuite, ben, être dans le DOAJ, c'est un gage de légitimité pour votre revue. Ça montre que vous respectez des bonnes pratiques éditoriales, que vous avez adopté un processus scientifique qui est rigoureux. Et par le fait même, ben, votre revue se démarque des revues qui peuvent avoir des pratiques douteuses, les revues prédatrices et autres. Donc, finalement permet de montrer un peu patte blanche en disant, ben, moi, je me démarque par l'application de ces bonnes pratiques-là. Enfin, bien, le fait d'être pour une revue, d'être au DOAJ, Mathieu l'a abordé, le DOAJ envoie des données. On peut être, oui, au DOAJ, mais on peut envoyer ces métadonnées, donc les informations sur ces articles. On peut chercher, Mathieu l'a dit, un moteur de recherche dans le DOAJ. D'ailleurs, si ça ne fait pas partie de votre boîte à outils, là, quand vous faites des recherches documentaires pour vos recherches, je vous encourage à y aller. En plus, on trouve des articles qui peuvent être intéressants et on est sûr d'y avoir accès. Il n'y a aucun doute là-dessus, puisqu'ils sont tous en libre accès. Mais en plus d'être cherchable sur le site du DOAJ, comme Mathieu l'a dit, c'est poussé, le DOAJ pousse ces informations-là dans plein d'autres outils, un peu partout, des bases de données, des outils de bibliothèque et tout ça. Et évidemment, avec la portée mondiale que le DOAJ a, ben, c'est utilisé à plein d'autres endroits et reconnu à plein d'autres endroits. Aussi, le site du DOAJ, c'est un outil qui est fréquemment utilisé par les auteurs et autrices eux-mêmes, mais par les bibliothécaires aussi qui cherchent, qui se font demander, Hey, j'ai un article à publier, dans quelle revue je serais le mieux de publier, etc. Euh, et donc, on se sert du DOAJ pour aller magasiner sa revue pour aider finalement les chercheurs, les futurs auteurs et autrices à publier là parce qu'il y a différentes informations qui sont sur la revue. Est-ce qu'elle charge des APC? Quel type de licences Creative Commons sont appliquées, etc. Donc, ça devient un outil de magasinage, j'ai envie de dire, qui peut être intéressant. Et puis enfin, bien, la caution que donne la présence d'une revue dans le DOAJ, bien, ça peut ouvrir une porte à une indexation dans d'autres outils qui, eux, sont sélectifs. Par exemple, le Web of Science ou Scopus, qui sont souvent des outils dans lesquels les revues veulent se retrouver. Ce n'est pas une garantie si on est dans le DOAJ qu'on va être indexé dans le Web of Science et dans Scopus, mais c'est un plus. Et c'est assurément considéré dans l'application de la revue, dans la candidature de la revue. Euh,
Maintenant, tout ça, qu'on a dit tout ça, qu'on vous a convaincu, là, comment ça se passe d'être inclus au DOAJ? Euh, Bien, je vous présente, Mathieu l'a dit, là, je ne vous présenterai pas en détail tout le processus, mais un petit peu là, pour vous dire que l'accompagnement qu'on vous offre, c'est un partenariat entre les bibliothèques et érudits, qu'on a commencé là, en faisant un projet pilote d'abord et tout ça. Mais pourquoi un partenariat? Ben, c'est une mise en commun d'expertise. Érudit a une connaissance fine des critères, a un lien direct avec le DOAJ. On a un partenariat avec le DOAJ lui-même. Puis, évidemment, ben, il y a des espions comme moi là, qui travaillent un peu des deux côtés, qui peuvent, qui ajoutent justement cette connaissance-là des critères. Et les bibliothécaires, eux et elles, qui sont spécialistes de plusieurs des sujets, des thèmes qui sont soulevés par les critères du DOAJ, l'organisation de l'information, le droit d'auteur, les licences Creative Commons. Donc, ce partenariat, là, c'est un match parfait pour vous offrir un accompagnement là, qui couvre toutes les possibilités. Mathieu va en parler un petit peu plus en détail, un petit peu plus loin, là, les différentes étapes de modalités d'accompagnement, mais j'aimerais vous dire à ce stade-ci là, qu'on est en train de s'organiser les bibliothèques et érudits pour mettre ça en place de façon ordonnée. Mais ce qui est à retenir en ce moment, c'est que vous n'êtes pas seul là-dedans. Maintenant, on ne s'attardera pas, on l'a dit à quelques reprises déjà, mais on ne s'attardera pas aux critères aujourd'hui. Il y en a une trentaine là, de critères. Ça serait bien trop long, puis pas vraiment utile à ce stade-ci là, de regarder chacun en détail. Ça sera quand on travaillera avec vous individuellement chaque revue, puis on regardera, en fait, ceux auxquels vous répondez déjà. On ne va pas passer énormément de temps, on va plutôt s'attarder sur le travail qui reste à faire. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est dresser seulement là, les grandes lignes de ce qui est important que vous sachiez dès maintenant, avant même d'avoir commencé les travaux pour être inclus, les éléments là, qui sont à retenir absolument pour la suite des choses. Donc, d'abord, euh, le DOAJ existe pour faire la promotion des meilleures pratiques éditoriales de libre accès. Le DOAJ a été créé par un peu plus de 20 ans, puis à l'époque, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les revues en libre accès n'avaient pas nécessairement la meilleure presse. Il y avait une réputation d'être des revues de piètre qualité, tout ça. Puis DOAJ était essentiellement créé pour redonner ses lettres de noblesse au libre accès. Et donc, c'est ce qui me motive principalement. On veut s'assurer que on fait ressortir justement les revues de qualité à l'intérieur de la grande famille du libre accès. Et à tout moment, là, si les exigences, les critères du DOAJ vous semblent lourds, exagérés, rappelez-vous là, que ce sont deux principes fondamentaux qui guident à peu près toutes les décisions du DOAJ, c'est-à-dire éthique et transparence. Éthique, c'est éthique dans l'application du processus éditorial et tout ça. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais transparence, bien, il y a certaines informations qui doivent être présentes sur votre site web de revue. Si vous vous mettez dans la peau d'une lectrice ou d'un auteur potentiel, ben, votre lectrice, elle doit savoir ce qu'elle a le droit de faire avec vos articles, si elle a le droit de les diffuser ailleurs et tout. Elle doit savoir aussi quels sont les principes qui guident votre revue pour finalement mieux comprendre à quoi elle a affaire si elle regarde vos articles. Maintenant, un auteur potentiel, lui, doit savoir ce qui l'attend s'il publie chez vous. Un auteur potentiel, comme on l'a dit, magasine sa revue, donc celle qui va lui donner toutes les informations dont il a besoin pour prendre une décision éclairée, ben, elle part gagnante, cette revue-là. Maintenant, les critères, je vous ai dit qu'on ne les abordait pas en détail, mais on peut à peu près les catégoriser en trois grands thèmes, si on veut. On peut pas mal les classer là, dans ces trois catégories-là que sont la diffusion en libre accès, la présentation de l'information de la revue et les normes et pratiques éditoriales de la revue. Puis là, je vais détailler un petit peu plus chacune des grandes catégories sans parler de critères spécifiques. Donc, la première grande catégorie, c'est la diffusion en libre accès. Donc, pour le DOAJ a une définition bien particulière du libre accès qui est à la fois un accès immédiat sans restriction, donc sans avoir besoin de créer de compte, sans avoir besoin de s'abonner au contenu, mais
ce n'est pas que ça pour le DOAJ, le libre accès, et pour bien d'autres gens aussi, là. C'est à la fois d'y accéder sans restriction, mais aussi de pouvoir réutiliser ce contenu-là avec, bon, il peut y avoir des restrictions dans ce cas-là, mais disons qu'il y a certains droits de réutilisation qui sont accordés d'office, idéalement sous une licence Creative Commons ou des modalités équivalentes. Bon, le DOAJ demande aussi que ce n'est pas tous les formats d'une revue qui ont besoin d'être en libre accès selon ces deux définitions-là pour que ça soit accepté. Par exemple, une revue peut continuer de vendre des copies imprimées de la revue si la version numérique est en libre accès avec droit de réutilisation. Donc, en ce moment-là, il ne sert absolument à rien de déposer une candidature au DOAJ si vous n'avez pas de licence Creative Commons ou des droits de réutilisation équivalentes et qui sont clairement énoncés sur votre site Web. Vous perdrez votre temps. Ce qui est à retenir, par contre, pour des revues qui sont financées par le FRQ, le DOAJ demande des droits de réutilisation, une licence Creative Commons, mais n'importe laquelle. Des licences Creative Commons, il y en a 6. Ça peut être n'importe laquelle. Il n'y a pas d'exigence outre ça. Cependant, le FRQ, c'est à noter, demande à ce que les revues qu'il subventionne aient une licence Creative Commons CC BY ou CC BY ND exceptionnellement. Donc, pas besoin, dans votre cas, si vous êtes financé par le FRQ, vous n'avez pas besoin de chercher plus loin quelle licence je dois choisir, laquelle serait la meilleure. La décision était essentiellement un peu prise pour vous. Par contre, ce qui est à retenir pour toutes les revues, c'est qu'avant de soumettre une candidature, comme le DOAJ, sa définition du libre accès, ce sont ces deux choses-là, l'accès immédiat sans restriction et avec droit de réutilisation. On demande qu'une revue, avant de soumettre sa candidature, ait publié pendant 1 an sous ce régime-là ou 10 articles de recherche, donc ça n'inclut pas les comptes rendus de lecture, les éditoriaux, etc., mais vraiment les articles qui sont évalués par les pairs. Donc, on demande un minimum de 10 qui ont été à la fois en accès immédiat, mais avec licence Creative Commons. Donc, si vous êtes déjà en accès immédiat, sans barrière mobile, sans restriction et tout, mais que vous commencez demain à appliquer une licence Creative Commons, vous devrez attendre d'avoir publié 10 articles ou 1 an, là, la chose qui arrive avant, pour soumettre votre candidature. C'est d'ailleurs pour cette raison-là que le FRQ, dans ses exigences, là, Mathieu va y revenir un petit peu plus loin avec les dates, mais le FRQ demande à ce que les revues passent au libre accès avec licence en 2028, mais permet la demande pour l'exigence du DOAJ seulement en 2029 pour justement permettre cette transition-là pour que vous puissiez soumettre au DOAJ correctement en répondant à tous les critères. Si je passe à la prochaine catégorie, qui est tout ce qui est sous le couvert de présentation de l'information, bien, votre site web de revue, c'est votre vitrine. C'est ce qui vous permet de dire qui vous êtes au monde. Donc, pour le DOAJ, c'est important que tout soit là et tout soit, parce que je vous ramène au grand principe de transparence, donc que tout soit bien visible et présent sur le site. Maintenant, c'est possible que vous ayez plus d'un site, votre site érudit, votre site OJS, un site WordPress, etc. Mais pour le DOAJ, c'est extrêmement important qu'il y ait une cohérence entre tous ces sites-là, qu'on ne dise pas une chose sur un site et le contraire sur l'autre. Évidemment, ça va de soi. Maintenant, ça veut donc dire que vous assuriez de mettre à jour toutes les informations partout sur tous les sites ou si vous trouvez que ça commence à faire pas mal d'entretien, mais ce qu'on vous suggère, c'est d'identifier un site principal, votre site numéro 1, qui est celui où vous allez mettre toutes les informations sans exception. Et pour les autres sites, que vous réduisiez l'information à quelque chose qui peut être juste comme une petite présentation avec, bon, si vous êtes dans cette situation-là, on va discuter avec vous. Là, on a des recommandations pour ça, puis je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui, mais essentiellement, retenez qu'on se concentre sur un site principal. Les autres, on les considère comme des sites secondaires, satellites, si on veut. Et à partir de ces sites secondaires-là, si on veut dire, bien, pour les instructions aux auteurs, on fait un lien vers le site principal. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'entretenir 3 puis 4 sites, parce qu'évidemment, on le sait que c'est du temps. C'est exactement le même principe si vous avez des sites en plusieurs langues.
on veut évidemment une cohérence entre toutes les langues, mais aussi le DOJ n'a pas est complètement agnostique là, pour la langue, exige aucune langue, même pas l'anglais. Et donc, vous pouvez être tout simplement en français, aucun souci. Mais dès que vous avez plus d'une langue, si vous traduisez votre site en espagnol pour vos lecteurs et lectrices hispanophones, bien, si vous leur donnez la moitié des informations aux hispanophones, bien, là, il y a une question d'iniquité. Donc, quand on a un site en plusieurs langues, on s'assure qu'on donne exactement la même information partout à tout le monde. Je passe ensuite aux présentations de l'information. Euh, donc, si ce que vous devez présenter, attendez un petit peu, je ne suis pas au même endroit que, voilà. Non, c'est bon. Non, reviens Mathieu, s'il te plaît. Pardon. Excellent. Donc, je vous l'ai dit, ben non, on l'a fait ça. On passe au suivant. Excusez-moi. Parfait. Donc, la diapo suivante. Merveilleux. Alors, on continue donc avec la présentation de l'information sur les informations de base sur votre revue doivent évidemment se trouver sur votre site web. Le titre, ça ne devrait pas trop être un problème. L'ISSN, ça arrive assez souvent qu'on ne le retrouve pas sur vos sites. Le nom de l'équipe éditoriale et des membres de votre équipe éditoriale avec leur affiliation, objectifs, couverture, informations sur l'éditeur, etc. Mais aussi toutes vos politiques. Votre politique de libre accès, si vous chargez des frais aux auteurs et si vous n'en chargez pas, il faut le dire. Il ne faut pas laisser les gens deviner tout ça. Droit d'auteur et licence. Est-ce que les auteurs ou autrices retiennent leurs droits ou pas? Quelle licence vous appliquez? Depuis quand? Le processus éditorial que vous faites subir à vos articles et à vos auteurs, je devrais dire, et des instructions aux auteurs, etc. Donc ça, c'est bien important que tout se trouve sur votre ou vos sites de revue. Enfin, dernière catégorie, les normes et pratiques éditoriales de la revue. Et ça, là, ça peut être un fourre-tout assez large, mais essentiellement, bon, régularité de la publication, le DOAJ demande à ce que vous ayez une publication régulière. Et l'exigence est assez minimale. On vous demande de publier 5 articles de recherche, donc les articles évalués par les pairs, on ne parle pas des comptes rendus et tout ça. Donc, 5 articles de recherche par année. C'est moins que ce que le FRQ et le CRSH exigent, donc ça ne devrait pas être un problème pour la plupart d'entre vous. Maintenant, on demande aussi que les articles se fassent par au moins 2 personnes externes, spécialistes du domaine, et que vous détaillez ce processus-là sur le site pour qu'on sache ce qu'il en est. Bon, à ce propos-là, là, il y a des légers assouplissements là, qui sont possibles pour la question de 2 personnes externes et tout ça. Pour certaines revues dans le domaine des arts et des humanités, je ne m'attarde pas sur la chose, mais sachez là, qu'il y a une petite flexibilité pour cette chose-là. Maintenant, il y a, la composition du comité éditorial, c'est au moins 5 personnes qui sont qualifiées. Ça peut paraître stupide un peu comme critère, mais il y a certaines revues qui vont mettre un peu n'importe qui sur leur site. Donc, c'est pour évidemment vous différencier de ces revues-là un petit peu moins rigoureuses. Il y a une question, le DOAJ accorde une importance à l'endogénéité qui se définit par le fait de publier, que les articles soient publiés par les gens de la revue eux-mêmes, donc les gens du comité éditorial, donc les gens qui sont impliqués avec la revue. Il y a eu des abus. Il y a certaines revues qui publient de façon très intensive, qui sont publiées de façon très intensive par 2, 3 personnes qui s'occupent de la revue. Donc, il peut évidemment à ce moment-là y avoir apparence de conflit d'intérêts et tout. Donc, on veut éviter ces questions-là. Pour le DOAJ, on a fixé la barre à 25 d'articles scientifiques. Donc, les articles évalués par les pairs, on ne compte pas évidemment l'éditorial qui est essentiellement toujours fait par quelqu'un du comité éditorial de la revue. Donc, 25 on évalue, le DOAJ dans votre candidature va évaluer les 2 derniers numéros. Donc, on regarde les 2 derniers numéros publiés et s'il y a 25 des articles de recherche qui ont été publiés par un ou
plusieurs membres du comité éditorial ou toute personne nommée là, sur le site de la revue, ça sera refusé. Donc ça, c'est à prévoir un petit peu dans votre planification, même si vous ne soumettez pas une candidature aujourd'hui, vous avez un calendrier de production, donc c'est à tenir en compte là, pour vos prochains numéros finalement. Il y a aussi des règles particulières pour les numéros spéciaux qui sont, ou numéros thématiques qui sont sous rédacteur ou rédactrice invité. Je ne m'attarde pas aux détails, mais essentiellement là, que les numéros spéciaux ou thématiques soient encadrés de la même façon par l'équipe éditoriale, que les articles subissent le même processus éditorial de sélection, que les gens de numéros, les rédacteurs et rédactrices invités soient qualifiés, que les thématiques, bon, il y a toutes sortes de petits critères, mais de façon générale, c'est pas trop un problème pour ce qui vous concerne. Ça a été mis, ces critères-là, essentiellement pour contrecarrer un peu des abus qu'il y a eu, particulièrement en sciences pure et dure, là, où il y avait des numéros spéciaux qui ont été faits de façon quasi frauduleuse et tout. Donc, on veut s'assurer qu'il y a pas d'abus de ce côté-là. Euh, passe maintenant la parole à Mathieu. Merci beaucoup, Marie-Ève. Je vais maintenant vous parler des dates importantes en lien avec les exigences des organismes subventionnaires et de l'échéancier qu'on vous propose. Donc, on voit, on a fait une belle petite ligne du temps. Je vais commencer par janvier à mars 2026. Donc, dès le début de l'année prochaine, Érudit va rencontrer tous les bibliothécaires qui doivent accompagner des revues, ou dans le fond, où il y a des revues affiliées à leur université, afin de confirmer la liste des revues à accompagner. Ce n'est pas si évident que ça, des fois, identifier l'affiliation d'une revue. Puis, on va également définir les modalités de l'accompagnement parce que autant Érudit que la bibliothèque, selon le nombre de revues à accompagner, il va y avoir un maximum de revues qu'on va pouvoir accompagner dans un moment. Donc, on a une capacité maximale d'accompagnement. Ensuite, une fois qu'on va s'être rencontrés et qu'on va avoir établi ces modalités-là, on va prendre l'année 2026 pour vous contacter, pour vous proposer cet échéancier. Ce qu'on propose, et on pense que c'est la façon de procéder, c'est de commencer par les revues qui sont déjà en libre accès, particulièrement celles qui ont déjà une licence Creative Commons. Pour ces revues-là, je l'ai dit, on n'a pas la capacité d'accompagner toutes les revues en même temps et c'est pour ces revues-là en particulier, il n'y a aucun avantage à ne pas être déjà dans le DOAJ rapidement. Cela dit, on va vous contacter, on va vous proposer un échéancier, puis on va voir selon nos capacités d'accompagnement. C'est comme par exemple, moi, je devrais avoir une vingtaine de revues. Je vais devoir prioriser, mais on va voir avec vous si ça rentre dans vos horaires, dans vos priorités. Par la suite, Marie-Ève en a glissé un mot tantôt, 1er janvier 2028, c'est la date limite fixée par le concours du FRQ pour que la revue passe au libre accès avec licence Creative Commons, CC BY par défaut. Si vous êtes une revue qui n'est pas actuellement en libre accès, le passage au libre accès, ça nécessite une planification. Je vous invite à vous référer à la feuille de route qui a été publiée en début d'année par le réseau CIRCE et à discuter de votre passage au libre accès et de l'adoption d'une licence Creative Commons avec Érudit et votre bibliothécaire. Après le 1er janvier, toutes les revues financées par le FRQ seront en libre accès sous licence. Ce sera le moment de débuter l'accompagnement DOAJ pour les revues qui n'auront pas encore été accompagnées. Pourquoi attendre pour ces revues-là? Je l'ai déjà dit, c'est vraiment pour une raison de capacité d'accompagnement qui est limitée, mais aussi parce que pour vous, la priorité, c'est vraiment la transition au libre accès et l'adoption de la licence et qu'on ne veut pas, par expérience, vous surcharger, là, ne pas faire des temps qu'à faire ci, faisons cela. Ça fait trop de choses à faire en même temps et de toute façon, pour les revues qui sont actuellement sous abonnement, il y a
il n'y a pas d'avantage à être dans le DOAJ rapidement. Ça ne serait pas un problème, là, cela dit, mais il n'y a pas de problème, en fait, à attendre au dernier moment pour soumettre tant que vous êtes conforme et que vous avez soumis votre candidature au 31 mars 2029. Pour ce qui est du CRSH, c'est des délais écourtés. On pense que ce sera pour l'automne 2028. Ça, c'est notre interprétation à Marie-Ève et à moi, parce que le dernier concours a eu lieu, s'est terminé en fait en septembre de cette année-ci, mais ce sera à confirmer avec le CRSH. C'est déjà prévu qu'on leur parle de cela. La logique d'accompagnement est la même. Les dates, les échéanciers sont les mêmes. Donc, nous, on va prendre contact avec vous en 2026. La plupart des revues, de toute façon, vous êtes FRQ et parfois CRSH. Il y a peu de revues qui sont seulement CRSH. La priorité sera la même. On va commencer par les revues déjà en libre accès. Pour les autres revues, la priorité, c'est vraiment le passage au libre accès, l'adoption de la licence Creative Commons. C'est juste un peu dommage que le CRSH nous a fait une drôle de surprise en annonçant que ce sera pour 2028, que les revues devront être conformes et être dans le DOAJ, en fait. Donc, ça vous laisse juste moins de temps pour atteindre cet objectif-là. L'échéance du 1er janvier 2028 pour le passage au libre accès demeure le même pour le CRSH parce qu'ils n'ont pas mis de critères comme le FRQ l'a fait pour laisser le temps à la revue de publier en libre accès son nombre d'articles en libre accès sous licence Creative Commons. Mais on en a discuté un peu et on pense que ça ne devrait pas être du tout un enjeu au niveau là, du CRSH. Ils vont évaluer les critères de base, là, probablement. Du DOAJ, ils ne feront pas une analyse complète. En terminant, quand on va vous contacter, on veut vraiment établir un échéancier d'accompagnement. Il faut vraiment voir cela comme un projet avec un début et une fin parce que selon notre expérience, si on ne met pas de date de fin, ça va s'étirer, on va perdre le fil. Les informations sur le site de la revue, on ne saura pas s'ils sont à jour et on va devoir un peu refaire le travail. Et donc, on pense que ça devrait prendre à peu près un an, par exemple. Là, ça serait l'objectif, plus ou moins, avec vous, si c'est possible, de faire ça en un an. Dans tous les cas, il y a des critères qui sont des enjeux à considérer dès maintenant, et cela pour toutes les revues, que vous soyez déjà en libre accès ou pas. C'est des critères dont que Marie-Ève a présenté tantôt. Je reviens sur 3 critères. Le premier, c'est celui de la régularité de la publication. Donc, au moment de soumettre votre candidature, vous allez devoir avoir publié 5 articles de recherche au courant de la dernière année. Si vous n'avez pas publié, la candidature de votre revue sera rejetée. Si vous êtes une revue qui vient de transitionner au libre accès, d'adopter une licence Creative Commons, Marie-Ève l'a mentionné, il y a des critères additionnels pour vos revues. C'est soit de publier 10 articles de recherche sous licence ou d'avoir publié en libre accès depuis un an. Et là, je nous ramène au premier critère qui est de publier 5 articles de recherche par année. Et en terminant, il y a vraiment un enjeu au niveau de l'endogénité pour certaines revues. Je rappelle, c'est seulement pour les articles scientifiques des 2 derniers numéros. Puis comme on sait que vous préparez vos numéros d'avance, c'est vraiment important de prendre en considération ce critère-là dans les prochaines années. Maintenant, je vais vous parler de l'accompagnement qui vous sera offert par les bibliothèques et par Érudit. Tout d'abord, du moment que vous serez contacté pour l'accompagnement DOAJ, Érudit va faire une analyse complète des informations de la revue. Ça va être mis
aux bibliothécaires et à la revue sous la forme d'une grille avec des cases donc, qui disent ce critère-là est atteint, ce critère-là n'est pas atteint, avec des astuces sur quoi améliorer, comment améliorer sur les informations à mettre sur votre site. Par la suite, vous allez avoir cette analyse en main. Vous allez commencer à travailler sur vos critères. L'équipe, les bibliothécaires des universités à laquelle vos revues sont affiliées vont vous accompagner. Donc, si vous avez des questions sur de la rédaction politique, par exemple, ou comment présenter telle information, les bibliothécaires vont vous aider avec ça. Au niveau du réseau CIRCE également, on a une série de webinaires qu'on a planifiés au courant de la dernière année qui vont porter ces webinaires-là sur les critères du FRQ, particulièrement sur la conformité au DOAJ. Donc, il y aura une clinique d'experts sur le DOAJ où on va répondre à vos questions. Il y aura des webinaires, par exemple, sur les licences Creative Commons, sur les informations à mettre sur le site web d'une revue. On va également parler des ententes de publication. On va présenter aussi des gabarits, des modèles de politique ou d'ententes de publication. Et justement, dernier sous-point, on est en train de rassembler une documentation. Donc, on rassemble ce qui existe déjà. On est en train de créer ce qui n'existe pas encore pour pouvoir supporter là, votre travail, le travail que vous avez à faire, en fait, pour vous conformer au DOAJ. Oui, avant de passer au prochain point, justement, le 17 décembre qui s'en vient, il y aura un webinaire sur les informations à présenter sur votre site web et ce sera fortement inspiré de ce que le DOAJ demande. Bon, avant-dernier point, du moment que vous allez avoir travaillé sur vos informations, vous allez penser que votre candidature est prête à être soumise. Il y aura tout de même une vérification finale faite par l'équipe d'érudits. Marie-Ève l'a dit, elle est bénévole chez DOAJ, donc on a quand même une très bonne compréhension de ce qui doit être fait et comment ça doit être présenté. Donc, juste pour être certain que votre candidature ne soit pas rejetée, il y a une vérification finale qui est faite. Parenthèse sur si jamais votre candidature est rejetée, il y a une courte période de temps durant laquelle vous ne pouvez pas soumettre une nouvelle candidature. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien faire ces étapes-là avant. Et finalement, au niveau de l'accompagnement, on peut également vous aider au dépôt de la candidature et à l'envoi des métadonnées au DOAJ. Donc, pour l'envoi ça peut être fait ça peut être fait par vous si vous voulez le faire, ça peut être fait par les bibliothèques, par érudits. On aura amplement le temps d'en rediscuter, mais c'est juste qu'il faut que vous sachiez qu'on peut faire cela, notamment via le partenariat qu'Érudit a avec le DOAJ. Maintenant, en conclusion, je dirais que vous avez déjà des bonnes pratiques. Donc, il ne faut vraiment pas vous inquiéter à ce niveau-là. Vous êtes pour la plupart déjà sur érudit, donc vos pratiques sont déjà extrêmement bonnes. L'inclusion au DOAJ, ça va exiger de vous surtout de formaliser des pratiques que vous avez déjà ou de mettre à jour certaines informations sur votre site web, de mettre de l'ordre dans vos sites web. Vous allez disposer du temps nécessaire pour le faire. La candidature doit être soumise seulement en mars 2029. Donc, on a amplement de temps si on y va étape par étape et qu'on planifie bien, qu'on respecte les échéances qu'on va vous proposer. Et en terminant, on l'a répété plusieurs fois aujourd'hui, on va être là pour vous accompagner autant érudits que les bibliothèques. Donc, voilà, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On va maintenant avoir une période de discussion. On pourrait peut-être commencer par les questions dans le chat. Ça serait ma proposition. Je vais tenter de répondre
à la plupart des questions dans le chat, mais si on veut en faire ressortir et y répondre oralement, je pense qu'on peut le faire. Mais sinon, il y a les deux dernières là, que j'ai pas eu le temps de répondre par écrit. Fait que peut-être, Mathieu, on peut regarder celle-là en commençant ou prendre des questions pour les gens qui lèveront la main et voudront la poser. Parfait. Tu veux y aller? Je te laisse parce OK, je que commence par je te laisse la travailler première. cette fois-ci. OK, je commence par la première question, c'est ça? Ou la Euh, dernière, la dernière? OK, bon, faisons ça. Est-ce puisque que ce la sont elles qui n'ont pas été répondues, c'est juste ça. Bonne question de Éric Jean. Bonjour, est-ce que l'accompagnement est uniquement offert aux revues actuellement subventionnées? Je dirais non, mais ça va vraiment dépendre de notre capacité d'accompagnement. On veut évidemment accompagner toutes les revues parce que les prochains concours du FRQ et du CRSH vont avoir le critère d'être dans le DOAJ déjà. Et donc, en ce moment, c'est des concours de transition en vue que dans 4 ans, oui, 3 ans et demi, 4 ans, vous soyez déjà dans le DOHI. Et aussi quelque chose complémentaire à ça, si votre revue n'est pas affiliée à une université ou n'est pas encore sur Érudit, vous ne serez pas seul quand même. On va contacter le réseau CIRCE pour dire: Hey, j'existe, j'ai besoin d'aide. Et puis, il va y avoir des bibliothécaires et l'équipe d'érudits, on sera là pour vous accompagner. Question suivante de Nathalie Goulet. Est-ce que la licence Creative Commons est unique à une revue ou unique à chaque article de la revue? C'est une bonne question aussi. La licence est appliquée vraiment sur les articles eux-mêmes. Le FRQ vient nous simplifier la vie. Il demande une licence par défaut qui est la Creative Commons CC BY. Ils permettent la licence CC BY ND, qui est une licence plus restrictive, si c'est justifié. Et donc, vous, dans vos politiques, votre politique de libre accès et de droit d'auteur, vous allez exiger ces vous allez dire que vous publiez les articles sous ces licences-là, et puis vous pourrez utiliser les deux. Ça peut être un peu plus complexe. On pourra en reparler. Vous savez, des cas particuliers d'articles qui sont, par exemple, des articles scientifiques sur lesquels vous voudriez mettre des licences plus restrictives. Mais je rappelle par contre que vous devez avoir une licence parce que le FRQ demande à ce que 100% des articles soient sous licence. Voilà, j'espère que j'ai répondu comme il faut à cette question. On a deux questions, deux personnes qui ont levé la main. Monsieur Moulin. Vous devriez pouvoir parler. Je vous ai donné Oui, l'autorisation. oui, bonjour. Ben, un grand merci d'abord pour cette présentation très claire et puis pour tout l'accompagnement que vous nous offrez. C'est très, très apprécié. Donc moi, je dirige la revue Sociologie et Société et précisément en ce moment, j'étais en train de rédiger le document de politique de droit d'accès pour mettre à jour le site. Donc ma première question est un peu liée à ça. C'est comment ça se passe en fait pour l'accompagnement? Est-ce que c'est vous qui allez nous contacter? Est-ce qu'on vous écrit pour vous solliciter? Donc ça, c'est une première question. Puis je peux peut-être poser directement la deuxième question. La deuxième question, c'était pour savoir s'il y avait aussi un accompagnement qui serait donné pour être référencé dans Scopus et Web of Science en plus du DOAJ. Pour répondre à la première question, on va se rencontrer avec Érudit juste pour établir la liste des revues à accompagner et puis les priorités selon nos capacités d'accompagnement. Comme par exemple, moi, à l'Université de Montréal, j'aurai peut-être une vingtaine de revues. Donc, on va commencer par les revues qui sont déjà en libre accès et sous licence. Mais dans tous les cas, on va vous contacter en 2026 pour vous proposer un échéancier. Par rapport à la deuxième question, je dirais qu'on veut éviter les tant qu'à faire parce que là, ça va faire
beaucoup de travail en même temps. Cela dit, je crois que ça dépend vraiment de la capacité d'accompagnement qu'on aura. Donc, on pourra en rediscuter de vos besoins au moment qu'on va vous contacter. Mais vraiment, là, on a accompagné des revues pendant quelques années, Marie-Ève et moi, puis les fois qu'on a travaillé sur beaucoup de dossiers comme ça, finalement, ça n'avançait pas. Et puis, c'est passé des gros dossiers, des grosses bouchées à prendre en même temps. On a une autre question de Monsieur Biotto. Vous pouvez vous activer votre micro. Je vous entends pas. Ce serait en haut entre le X à côté de la caméra et quitter à peu près. Là. Je vous ai donné l'autorisation, essayez de trouver. On va passer à une question qui a été posée dans la discussion en attendant. Moi, je peux rester un peu plus longtemps là, après 2 heures. Marie-Ève, je sais qu'elle doit partir pour 2 heures. Là. On a une question de Sarah Amish. Bonjour, est-ce que l'application de la licence doit être rétroactive? La réponse, c'est non. Quand on va se rencontrer pour parler de votre passage au libre accès et de l'adoption de la licence, on va établir un premier numéro à partir duquel vous allez adopter la licence. Vous allez indiquer cette information quelque part sur votre site. Vous allez ajuster votre entente de publication avec les auteurs. Et puis, ce sera vraiment à partir de ce moment-là que la licence sera appliquée sur les articles. Je vais prendre la question de Dominique Desaulniers. À moins que M. Biotto, vous ayez trouvé le moyen d'activer votre micro. Allez-y par écrit si vous voulez, puis on pourra y répondre oralement. Sinon, donc, Dominique demande que sait-on des pratiques du DOAJ concernant le maintien dans le répertoire? Donc, une fois que vous êtes accepté, est-ce que vous devez continuer tout ce beau travail-là? La réponse est c'est un principe d'admissibilité continue. Donc, vous devez maintenir ces critères-là à jour. Maintenant, d'un point de vue pratico-pratique, le DOAJ, vous avez vu, il y a 20 000 revues dans le DOAJ, ne peut pas réviser chacune des revues à chaque mois, on s'entend. Donc, il y a une fois de temps en temps si vous me permettez l'anglais, des check-ups, des vérifications des revues existantes. Et donc, le DOAJ, effectivement, sort des revues de son répertoire qui ne correspondent plus aux critères et ou qui, de façon, je dirais, snow road, ont présenté quelque chose sur leur site le temps d'être accepté, puis ensuite changent leur modèle, leur pratique complètement. Donc, ils fonctionnent soit par des vérifications un peu aléatoires ou tout ça, mais aussi parce qu'il y a des gens qui leur signalent, hey, cette revue-là est dans ton répertoire, puis ça ne fait plus du tout l'affaire. Donc, il y a cette possibilité-là aussi. Donc, si vous notez des revues qui vous semblent très, très douteuses et qui sont dans le DOAJ, il y a toujours possibilité de le souligner au DOAJ pour dire ça vaudrait peut-être une réévaluation. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles tu as répondu dans la... Oh. Ça va pas bien. On pourrait s'écrire un courriel. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles tu as répondu dans les discussions qui vaudraient la peine d'aborder avant que tu quittes? Je regarde ça. Donc, une question qui est peut-être intéressante, là, est-ce que quand une candidature est jugée insatisfaisante par le DOAJ, est-ce que c'est refus automatique et tout ça? Bon, une chose qu'on n'a pas dite, mais qui est intéressante de savoir, c'est qu'à partir du moment où une revue est refusée par le DOAJ, elle doit attendre 6 mois avant de resoumettre sa candidature. Donc, c'est une espèce de petit 6 mois punitif, mais sinon, est-ce que on donne les raisons pour lesquelles la candidature est rejetée? Absolument.
Donc, ça permet à la revue de s'améliorer. On ne va pas donner le détail de tout ce qui ne va pas parce que c'est trop long, mais les gros éléments qui ont fait, qui ont fait l'objet du rejet vont être soulignés par le DOAJ. Mais ce que je disais aussi dans ma réponse, c'est que des fois, le DOAJ, pour des trucs mineurs, plutôt que de rejeter la candidature, il va dire: Hey, mais votre candidature n'est pas si mal, mais il manque ça et ça. Voulez-vous les ajuster? Je vous donne tant de temps pour le faire. Sinon, je vous rejette, mais si vous le faites immédiatement, ça va. Maintenant, avec l'accompagnement qu'on vous offre, ben, on essaie le plus possible de limiter ces situations-là, puis de s'assurer qu'on ne va pas soumettre une candidature pour rien, puis ensuite avoir le 6 mois de pénitence et tout. Donc, on vous encourage à faire appel à nos services pour limiter ces possibilités-là. Ce n'est pas une garantie, là, on ne sait jamais. Des fois, il y a des matières à interprétation et tout ça qui sont entre les mains du DOAJ, mais disons que ça augmente vos chances. Sinon, tu as répondu, tu as donné des détails supplémentaires sur l'endogénité. Je pense que c'est important de le dire. Attends, je vais retrouver ce que tu as dit. Ah, merde, Mais en fait, je ne sais pas si tu te rappelles ce que tu avais répondu. Oui. Ouais, Mais vas-y. comment l'endogénéité est calculée? Ah oui. Un article qui est co-signé par plusieurs chercheurs, dès qu'il y en a un dans les 3000 auteurs d'un article qui fait partie du comité éditorial ou d'une personne qui est nommée sur le site web de la revue, l'article est endogène. Donc, ce n'est pas un pourcentage, là. C'est pas compliqué. Vous avez 6 articles dans ce numéro-là. Il y en a un qui a au moins un des auteurs qui est dans le comité éditorial, il rentre dans le calcul. 1 sur 6, c'est correct, on est en dessous du 25 c'est accepté. 2 sur 6, on se trouve à 33 c'est bien ça, hein? Alors, cet article-là est considéré endogène et est refusé. C'est un peu comme ça que ça se passe et que c'est calculé. Avais-tu quelque chose à préciser pour ça ou Ben oui, par rapport à votre site web, des fois, ce qu'on a remarqué, c'est que les revues vont utiliser la page, leur site web pour remercier des gens. Et puis là, ils vont, c'est pas tout le monde qui fait ça, mais pour les remercier, ils vont mettre les gens dans, par exemple, le comité scientifique et les noms vont s'accumuler à cet endroit-là. Puis finalement, une personne figure dans le comité scientifique, mais c'est pas vraiment son rôle, puis ça fait 5-6 ans finalement, elle n'a pas contribué à la revue, mais si le nom de cette personne-là figure sur votre site, le DOAJ cherche ce nom-là dans les articles qui ont été publiés récemment. S'il figure, hop, c'est de l'endogénité. Donc, il va y avoir un travail de réflexion à faire sur les informations que vous présentez sur votre site web. Ou si vous présentez le nom des évaluateurs de votre revue, ce qui est une belle pratique de transparence, mais s'il y a une liste d'évaluateurs de votre revue, leur nom sera utilisé pour calculer l'endogénité. Donc, c'est un couteau à deux tranchants. je vous Il est quitte 14 heures, là-dessus. ouais. Oui, c'est ça. Je te laisse faire la conclusion. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez nous retrouver facilement, communiquer avec le réseau CRC ou avec Érudit et votre bibliothèque. Et je vous souhaite du bon travail pour la suite. Au revoir. Donc, ben, il y a peut-être une dernière question par rapport à l'endogénité, les numéros spéciaux. Oui, c'est calculé, puis on pourra voir ensemble, mais il y a un critère sur les numéros spéciaux et il y a le même critère d'endogénité pour ces numéros-là. Et pour les numéros spéciaux, on peut préciser que même s'il y a des rédacteurs invités, là, je résume les 5-6 critères par rapport aux numéros spéciaux, mais même s'il y a des rédacteurs invités, c'est bien important que les articles soient révisés les articles scientifiques révisés de la même façon que pour les articles réguliers et également que la décision finale, en fait, c'est l'équipe régulière de la revue qui les prenne. Je crois que c'est tout. Si vous avez une dernière question, je pourrais la prendre et après ça, on pourra terminer cette présentation. Bien, merci beaucoup. La présentation sera enregistrée.
le réseau sur C devrait communiquer dans un certain temps comment on pourra accéder à l'enregistrement. On va également rendre disponible les présentations PowerPoint. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à tous. Au revoir.